Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice, docteure en pharmacie et animatrice de la Minute Médadome, le podcast qui prend soin de vous. Installez-vous confortablement, votre Minute Santé va commencer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, les cancers pédiatriques. Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués avec un cancer, soit près de 7 cas par jour. Cela représente moins de 1% de l'ensemble des cancers d'un pays développé, mais ça reste encore la première cause de décès par maladie chez l'enfant de plus de 1 an. Environ 500 jeunes en meurent chaque année. Pour échanger à ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Tanguy, responsable de recherche et mobilisation pour l'association Imagine for Margot, une association emblématique qui lutte pour accélérer la recherche sur les cancers pédiatriques et améliorer le quotidien des enfants et de leurs familles. Bonjour Yannick, Bonjour Alice. j'espère que vous allez bien. Mais ça va très bien, merci beaucoup, merci de votre invitation et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez ou nous regardez. Nous allons pouvoir du coup commencer. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et surtout nous dire quelques mots sur l'histoire d'Imagine for Margot? Oui, alors je suis Yannick, je suis docteur en neurosciences. J'ai travaillé toute ma carrière ou presque sur les maladies rares, des maladies qui touchent essentiellement les enfants. Et je suis aujourd'hui le responsable recherche et mobilisation d'Imagine for Margot. Et en fait, je gère tous les projets de recherche qui sont financés par l'association, j'assure leur suivi et aide les chercheurs pour différentes choses. Imagine for Margot a été créé il y a 14 ans, suite, comme beaucoup d'associations de patients, finalement une histoire personnelle et souvent malheureuse. Margot était atteinte d'une tumeur cérébrale pendant son adolescence. C'était une maladie très grave pour lesquelles les médecins à l'époque avaient dit qu'il n'y avait pas de traitement, pas d'essai clinique, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis. Et face à cette injustice, cette histoire familiale très, très lourde, on va dire, Margot a quand même eu la force de créer une cagnotte en ligne pour récolter des fonds pour la recherche, pour sa maladie, non pas pour elle, mais pour les enfants et adolescents qui allaient venir, qui avaient cette maladie-là. Et au final, elle a réussi à récolter du haut de ses 14 ans 100 000 € qui ont été, reversés à Gustave Roussy, ou dans un laboratoire, dédié aux tumeurs cérébrales de l'enfant, en l'occurrence l'équipe du docteur Jacques Grill. Et après son départ, donc naturellement, ses parents, qui sont ma présidente et mon trésorier, donc Patricia et Olivier Blanc, ont créé Imagine for Margot pour, perpétuer cet héritage, ce combat contre les cancers, pédiatriques. Et notre phrase dans l'association, c'est «Go fight win». C'était 3 mots qui étaient écrits dans ses cahiers que Margot avait écrits durant sa maladie. «Vas-y, bats-toi et gagne». Et ça, c'est devenu le mantra quotidien à Imagine for Margot, qui nous pousse dans toutes nos actions. Donc en fait, c'est vraiment perpétuel. Elle avait l'air d'avoir une personnalité quand même, Ah oui, forte, oui, oui. On le voit aujourd'hui, alors moi je ne l'ai pas connue, mais c'est vrai que ça avait l'air d'être une jeune fille, éblouissante, rayonnante, pleine d'énergie, d'entrain et très combative aussi. Et c'est cette force qu'aujourd'hui qu'elle continue de nous transmettre au travers de tout ce qu'on peut faire, nos événements, nos actions. Donc en tout cas, elle met quand même aussi en lumière donc des maladies, comme vous l'avez dit, qui sont plutôt rares, donc les cancers pédiatriques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont, les cancers, voilà, les plus fréquents chez les enfants et qu'est-ce qui peut différer du coup d'un cancer chez un adulte? Alors, je vais commencer par cette Ouais. partie-là, parce que les cancers de l'adulte, on en a à peu près tous une idée, on connaît tous un proche qui a eu cette maladie. C'est une maladie dite du vieillissement. Alors, on peut faire un cancer jeune, c'est pas ça la question, mais c'est une maladie du temps qui passe, parce qu'on est exposé à des virus, des agents polluants, un contexte inflammatoire qui va faire qu'on va dérégler l'une de nos cellules de notre corps et va arriver au cancer. Alors que les enfants, c'est, avant tout une maladie du développement de l'embryon, maladie de la croissance, donc des cellules qui sont déjà elles-mêmes en prolifération, en développement et qui malheureusement, à un moment donné, c'est un événement très rare, va y avoir une altération génétique provoquée dans un contexte où la cellule a besoin de beaucoup d'énergie pour, justement, faire de plein d'autres cellules. Et en fait, ce dérèglement va faire qu'elle ne va pas suivre les règles du jeu, dans ces petits corps de fœtus, d'embryons ou d'enfants et va, tôt ou tard, finir par faire un cancer. Donc en fait, on n'est pas du tout sur le même contexte. Mmh mh. Donc en fait, ce sont pas du tout les mêmes maladies parce que ce sont pas les mêmes facteurs qui interviennent et c'est pour ça qu'il faut aux enfants des traitements appropriés à ces maladies parce qu'on parle du cancer, c'est faux, on doit dire des cancers et il le montre très bien parce que ça n'a rien à voir ou presque avec les cancers. On ne peut pas adapter les traitements qui existent déjà. Non, ça a été même l'erreur qui a été commise au départ, c'est de penser qu'on pouvait guérir ce cancer unique et uniforme pour tout le monde avec les mêmes traitements. Et d'ailleurs, les principaux cancers chez l'enfant sont plutôt rares chez les adultes. On va retrouver en première cause les leucémies et les lymphomes, donc plutôt des maladies liées au sang. En deuxième cause, la première de mortalité, c'est les tumeurs cérébrales, qui restent malgré tout rares chez l'adulte.
Ensuite, on a les sarcomes, c'est une maladie dite des tissus mous qui, sont à proximité des os ou carrément les os eux-mêmes. Donc, pareil, très rare aussi chez l'adulte, puis on va retrouver chez les enfants le neuroblastome, une petite tumeur au niveau du système nerveux périphérique ou des hépatoblastomes et ça, c'est des maladies très peu répandues chez l'adulte. Oui, j'avais vu qu'en effet, il y avait quasiment un quart, des tumeurs chez l'enfant qui étaient quasi inexistantes du coup chez l'adulte, Ouais, ouais. ouais, complètement, complètement. Et du coup, ça m'amène un petit peu quels sont du coup les principaux défis, du coup en termes de diagnostic, puisqu'on l'a vu que les traitements ne sont pas les mêmes donc chez l'enfant et chez l'adulte et dans la prise en charge pour un enfant? C'est sûr que déjà, il faut pouvoir être capable de détecter la maladie, qui souvent survient avec des symptômes qui sont plutôt communs, des maux de tête, des vomissements, une perte de l'équilibre, ce genre de choses, ça peut être plein de choses en définitive. Donc il faut déjà arriver au diagnostic. Donc avoir des médecins, on va dire sensibilisés à cette question-là, mais au final, les enfants finissent par être correctement diagnostiqués et ce qui est en France une force, pour les traitements du cancer de l'enfant, c'est que les services d'oncologie pédiatrique sur le territoire sont organisés au via de travers de la SFCE, qui est la société, savante qui s'occupe de tous les enfants, atteints d'un cancer. Ça fait que les traitements seront les mêmes, quelle que soit la ville où habite l'enfant. Limoges, Paris, tout ça sera tout le temps les mêmes traitements. Par contre, le principal défi et on l'a un peu peut-être sous-entendu, c'est l'accès aux traitements parce qu'ils ont besoin de traitements qui leur sont spécifiques. Donc ça veut dire faire beaucoup d'efforts en termes de recherche pour que justement tous les enfants puissent avoir des traitements efficaces. On a fait des progrès, mais on est encore loin du compte. Aussi, le dernier point de défi, ce sont des enfants qui ont un cancer. C'est pas la même chose que d'avoir un cancer à 60 ou 70 ans, dans le sens que, toute leur vie sera beaucoup plus longue et on sait que toute leur vie après le traitement, j'entends. Ça fait que on sait que la chimiothérapie, la radiothérapie et autres, ce n'est pas sans impact sur la santé. Donc ce sont des personnes qui vont devoir être suivies longtemps. Parce qu'ils ont des risques de cancer secondaire liés au traitement, parce que on sait que le cerveau en développement, quand il y a de la radiothérapie, ça va provoquer des fois des troubles, cognitifs, d'apprentissage. Bref, plein de choses qu'on va pas forcément retrouver chez l'adulte, donc ça veut dire qu'il faut aussi en plus déployer des soins qui sont adaptés. Parce qu'effectivement, les enfants, les 2 tiers en tout cas qui, sont en rémission, après un cancer auront des séquelles effectivement à la suite de traitements ou éventuellement même un deuxième cancer au cours de leur vie. Du coup, c'est une complication supplémentaire de dire: «OK, je sais pas, j'ai 8 ans, j'ai survécu à mon premier cancer, mais ma vie, elle ne sera jamais, finalement totalement saine comme voilà quelqu'un qui n'aura». C'est tout à fait vrai, c'est 2 tiers des enfants qui ont gardé des séquelles long terme et parmi ces 2 tiers, c'est jusqu'à 95 jusqu'à l'âge de 45 ans. C'est énorme et juste pour, donner un exemple concret de ce que je raconte, c'est que, par exemple, si on a un ostéosarcome qui est un tumeur de l'os au niveau du tibia, lorsqu'on irradie par radiothérapie, qui est le traitement approprié, le tibia, on est obligé de le faire sur le même endroit sur le tibia de l'autre jambe, même s'il est sain, parce qu'en fait, on sait que la radiothérapie va altérer la croissance de l'os. Donc si on veut qu'ils grandissent uniformément, il faut faire absolument aussi cette radiothérapie sur l'autre os. Et en fait, tout ça, ça indique toute la spécificité des soins qu'ils ont besoin et de l'accompagnement qu'ils ont besoin. Faut pas oublier que les enfants aussi, enfin, je pense que tout le monde le sait, mais ça va à l'école, ça a des interactions sociales, tout ça, ça profite au développement de leur cerveau et on sait que malheureusement la maladie, ça isole. Donc il faut, déployer, tenter plus d'actions justement pour renforcer ce lien social avec les amis, les frères et sœurs, les cousins et cetera, pour leur permettre d'avoir l'enfance la plus normale possible, même avec cette maladie, Et du coup, c'est aussi, par le biais d'associations, qui sont aidées. Donc Imagine for Margot, vous l'avez dit, une association qui existe depuis plus de 14 ans, maintenant, qui vient du coup aider, en tout cas, pour faire avancer la recherche, mais qui vient aussi apporter, un soutien, donc aux enfants, hein, qui sont atteints de cancer, aux familles, et aussi aux institutions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelles sont les principales missions un petit peu justement de l'association? Comment elle fait pour aider justement tous ces enfants? Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ma présidente et son mari ont fait le constat il y a 14 ans que la recherche n'était pas suffisamment avancée et du coup, ils ont décidé de se mobiliser pour d'abord financer la recherche. Ça veut dire donc apporter les fonds dont les chercheurs ont besoin pour mener leurs explorations à l'échelle du laboratoire ou pour le développement clinique, mais aussi mobiliser tous les acteurs. Parce qu'il y a 14 ans, ça peut paraître idiot ce que je dis, mais les gens ne se parlaient pas vraiment entre ceux qui produisent les médicaments, ceux qui font les réglementations, ceux qui font la recherche et donc
ma présidente a participé à créer à cette émulsion, en France comme en Europe d'ailleurs, hein, parce que c'est très important d'aller au niveau européen, pour justement avoir créé toutes les conditions de faire un terrain fertile pour l'innovation pour les enfants qui sont atteints de cancer. Et ça, c'est vraiment l'autre grande mission de Imagine for Margot. Et puis bien sûr, on essaie de sensibiliser l'opinion publique. Les familles ont besoin de sentir que Mmh. dans leur combat, il y a des gens qui les soutiennent, Accompagner. qui sont accompagnés, qui c'est toute une armée qui se lève face à cette injustice. Et enfin, bien sûr, on finance des actions, à l'hôpital ou à la maison pour les enfants, mais aussi les parents qui sont dans une situation d'aidant, assez inédite et terrible. Et donc des cours de cuisine, des rencontres avec des youtubeurs, des chanteurs, du match de foot, je peux pas tout citer, mais il y en a plein. Effectivement, j'ai vu que du coup, en tout cas l'association avait déjà levé plus de 23 millions d'euros pour la recherche, Oui. que vous avez financé, voilà, plus d'une cinquantaine, même plus de 70 je crois, projets et aussi des essais cliniques, donc ça on pourra y revenir après et que ça vous avait quand même permis d'aider plus de 7 000 enfants, qui ont pu du coup avoir des traitements, du coup qui sont dits, innovants, donc des nouveaux traitements. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple de projet ou d'essai clinique, voilà, qui avec un impact concret pour les enfants. Ce qu'on a constaté il y a 14 ans au départ de l'association, c'est que les enfants avaient du retard dans l'accès aux traitements innovants et D'accord. aux méthodes diagnostiques les plus prometteuses. Et en 2016, Imagine Pharma a apporté les premiers financements pour lancer enfin la médecine de précision, qui était lancée depuis déjà bien des années par les adultes qui avaient déjà apporté des résultats. Mais pour la première fois, des enfants ont pu accéder à ces nouvelles technologies. Ça veut dire faire un séquençage génétique complet de la tumeur lorsqu'elle rechute, afin d'analyser les faiblesses des tumeurs et trouver les bons médicaments pour en fait taper sur ces talons d'Achille de la tumeur qu'on a identifiée grâce à des analyses très complexes pour justement leur permettre de leur donner les meilleures chances de guérison. En 2016, c'était financé par les associations et aujourd'hui, c'est repris par l'État parce qu'on a apporté la preuve de concept de la réelle efficacité de cette méthode. C'est-à-dire qu'on fait une analyse complète de la tumeur. Il y a des experts qui se réunissent 2 fois par semaine dans toute la France en visio pour discuter de chaque cas et donner la meilleure option thérapeutique aux enfants, que ce soit un médicament validé, un essai clinique ou autre chose. Et ça a vraiment, changé la donne pour les enfants et j'en veux pour preuve, on a adapté cette méthodologie-là aux cancers les plus agressifs, notamment le gliome infiltrant du tronc cérébral. Alors si le nom vous paraît barbare, cette maladie l'est encore plus puisqu'elle ne laisse que quelques mois d'espérance de vie après le diagnostic. C'est une tumeur de cérébrale très agressive, très invasive et on a appliqué cette, méthode-là au travers du projet Biomed porté par Jacques Gril à Gustave Roussy, où en fait on fait une biopsie de la tumeur au diagnostic, on étudie toute la génétique de la tumeur et on a donné, les traitements en correspondance aux résultats. Même s'il y a eu beaucoup d'enfants qui malheureusement sont partis, qui étaient dans cet essai-là, pour la première fois, on a eu 8 enfants qui sont longs survivants de cette maladie, qui ont survécu, enfin qui survivent encore, bien des années après leur diagnostic, ce qui n'était jamais vu aujourd'hui. On a compris pourquoi ceux-là avaient survécu et on a compris pourquoi les autres malheureusement étaient partis. Pourquoi? Parce que là, ces analyses-là, cette approche inédite dans le monde, hein, c'est, fait en France et en Europe, mais c'est 600 enfants au final inclus, jamais on a fait un essai pareil. Ça a permis de montrer toute l'hétérogénéité de cette maladie et en fait, au final, c'est pas une maladie, mais c'est 36 sous-types de maladies différentes pour lesquelles il va falloir des traitements appropriés, des méthodes pour bien soigner ces enfants. Mais on a fait un grand pas en avant, aujourd'hui grâce à la mobilisation de tout le monde, des médecins, mais aussi des associations qui ont apporté les financements, nécessaires. Donc en tout cas, on voit effectivement là tout le côté recherche et comme on en discutait du coup tout à l'heure, il y a aussi tout le côté entourage, donc la famille où, effectivement quand un enfant du coup est atteint d'un cancer, ça touche aussi forcément les parents, l'entourage, les frères, sœurs, enfin voilà la famille élargie et comment vous, en tant qu'association, vous pouvez aussi les aider, les accompagner, peut-être dans leur quotidien, enfin en tout cas tout ce qui est au-dessus, enfin autour plutôt du traitement médical? De toutes les manières possibles, en étant là, tout simplement, en étant à leur écoute, parce que c'est une période dévastatrice pour elles. Beaucoup de questions qui restent sans réponse, bien sûr sur les causes, mais aussi les traitements que l'on donne et cetera. Donc on est à leur écoute quand elles ont des interrogations sur les traitements, sur le suivi, sur, les essais cliniques. Tout n'est pas compris parce que c'est complexe. Tout le monde n'est pas clinicien spécialisé en oncologie, loin de là évidemment. Donc, beaucoup ne connaissent rien à savoir ce que c'est qu'un essai clinique, comment ça marche et cetera. Donc on est là pour ça et puis on est là aussi pour offrir des moments de parenthèse, de répit à l'hôpital et au-delà de l'hôpital. Pour les enfants, on fait, beaucoup de par exemple
d'ateliers cuisine, d'ateliers d'art plastique, Mmh. ils sont même amenés à exposer dans les musées et cetera. L'idée, c'est de valoriser, ce qu'ils font et leur offrir, voilà, un temps de répit, puis aussi un moment où l'enfant n'est pas dans sa chambre, il est dans un atelier, Et où il il est n'est pas pas malade. voilà, il est comme tout le monde à faire une activité qu'il pourrait faire à l'école. Bon, peut-être un petit peu mieux qu'à l'école parce que c'est quand même aller exposer au musée Picasso, par exemple. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un temps de répit et on porte aussi une attention très particulière aux parents. On essaye de leur offrir du temps pour eux, parce que c'est vrai que c'est un temps où forcément ils s'oublient. On leur offre une séance avec une socio-esthéticienne, par exemple, où en fait, eh bah, ils ont du temps pour eux, pour se relaxer et puis aussi pour partager, échanger avec quelqu'un de confiance et enfin aussi, on leur offre des séjours, qu'on appelle Dana Escape, où en fait, ils se retrouvent le temps d'un week-end entre parents. Donc, soit, l'enfant est au cours de maladie, en rémission ou alors malheureusement l'enfant est parti, afin de parler de ces sujets-là, de se retrouver, mais aussi de faire des séances de relaxation, de yoga, de choses comme ça. Voilà, l'idée c'est d'être, à leur service, à leur écoute et leur apporter, le réconfort dont ils ont besoin, ou tout le monde de faire ce qu'on peut pour combler, ce manque-là et en des retours que l'on a, ils sont plutôt ravis et c'est tant mieux. Effectivement, du coup, on voit qu'un cancer pédiatrique, ça touche l'enfant, la famille et c'est pas au final uniquement, tourné vers un traitement médical qui est bien sûr essentiel, hein, pour l'enfant, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour qui permet, peut-être de renforcer aussi les liens, d'apporter aussi à un enfant un soutien, qu'il a besoin et de la meilleure des manières. Est-ce que vous auriez un témoignage sur, un enfant ou une famille que vous avez apporté, voilà, un témoignage concret d'une action que vous avez pu faire, Ouais, je vais vous le dire, mais c'est vrai ce que vous dites, parce qu'on dit, enfin, ce que le constat que les médecins ont pu faire, c'est que si, l'enfant vit, son hospitalisation, sa maladie, en étant entouré, avec des activités, avec des liens social, avec, dès lors qu'il y a, une douleur, un problème, tout ça puisse être géré très en amont, ce ses chances de guérison augmentent de 10. C'est énorme. Il y a pas beaucoup de médicaments qui augmentent les chances de guérison de 10 finalement. Enfin, si, il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du processus de guérison et c'est vrai que les familles, du coup, je vais être honnête, hein, on m'a donné la question en avance, donc j'ai pu la bosser, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de témoignages et j'en ai trouvé un et qui m'a beaucoup plu, et cette maman, qui parle de son fils, qui est guéri, donc elle dit: «Mon fils est guéri, il a 18 ans. Il devrait participer prochainement au don de plaquettes pour la recherche. Il m'a dit que c'est normal, que c'est pour les autres, pour qu'on avance mieux. Il a une meilleure compréhension de la maladie grâce à Imagine for Margot et il ne fait pas que subir. Il est acteur pour les autres parce que préparer l'avenir, ce n'est que fonder le présent.» Et j'ai trouvé ce témoignage, heu avec énormément d'espoir, plein d'espoir, plein de bienveillance et surtout ce que ça indique, c'est que voilà, certes pour lui, il est guéri et tout va bien et on en est largement heureux, mais il continue le combat pour les autres, il continue à s'investir. Sa maman aussi, on le sait. Mais quand je dis tout à l'heure que c'est une armée qui se lève pour chaque parent, pour chaque enfant, et ben, c'est vrai parce qu'ils apportent énormément de soutien et c'est au final une petite famille avec 2 500 enfants, par an, mais une petite famille quand même très soudée. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que, comme le rappelle du coup, cet enfant, hein, qui lui a survécu du coup à un cancer, c'est que le don, que ça soit, financier pour des associations, que ça soit le don de sang, de plasma, en fait, ça reste quand même, un «petit geste» entre guillemets, voilà pour nous, même pour vous auditeurs aussi, mais qui peut clairement sauver des vies. Et justement, là, on parle du coup du côté un peu plus positif. Du coup, on l'a vu que le cancer pédiatrique, c'est une maladie rare. Il y a un grand frein, donc c'est les traitements spécifiques qui sont pas forcément, mis en avant, non plus par les industriels. Donc quelles sont aussi les principales barrières? Donc là, je viens d'en donner une, mais qui vont ralentir aussi ces progrès, voilà, que les associations font. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait, évoluer, vous et certainement d'autres associations aussi, justement la recherche en mettant, le doigt sur, certaines choses qui ont besoin, d'être, pris en compte, le financement et cetera. Mais est-ce qu'il y a des réglementations qui sont aussi, mis en place? Comment est-ce qu'on peut faire bouger un peu tout ça? Ouais, alors effectivement, pour arriver à notre objectif final, que chaque enfant et adolescent puisse être guéri de sa maladie avec un traitement innovant, il nous faut faire encore beaucoup, même si beaucoup ont été faits. Par exemple, les associations, dont Imagine for Margot, mais d'autres aussi, sont mobilisées aussi auprès des parlementaires pour débloquer des financements supplémentaires. C'est plusieurs millions d'euros à chaque fois
pour justement aider à ce que la recherche se structure, leur donner plus de moyens. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on demande, aujourd'hui, c'est de guérir 100 des enfants. On est arrivé aujourd'hui à un peu plus de 80, mais les 20 qui restent vont être les plus durs à avoir. Mmh. Parce que ce sont des maladies complexes et que l'exploration d'une tumeur, d'une cellule, quand on regarde, c'est comme si on vient explorer l'espace. C'est infiniment grand dans de l'infiniment petit. Et du coup, il nous faut des appareillages, il nous faut des méthodes d'exploration toujours plus sophistiquées, toujours plus avancées pour permettre de connaître tout ça. Donc, plein de choses ont été faites, mais aujourd'hui, la principale barrière pour l'innovation thérapeutique, elle se situe avant tout au niveau clinique. On a des très bons chercheurs en France, comme en Europe, mais par contre, le fait de passer en clinique, ça demande beaucoup de moyens. C'est une recherche qui est très complexe, des moyens humains colossaux, et du coup, c'est pas facile. Donc cette année, dans la course qu'on a pu organiser, à Saint-Cloud et tous nos événements, on a essayé de mettre le paquet sur la recherche clinique, puisque pour la première fois, c'est 5 projets cliniques sur les 8 qui ont été sélectionnés, donc une majorité, parce que justement, on sait qu'il y a un vrai besoin. Et il faut continuer à s'investir encore plus dans cette recherche clinique qui en manque de moyens, parce que vraiment, pour le coup, c'est le parent pauvre de la recherche. Et puis aussi, vous l'avez dit, à l'instant, avec beaucoup de justesse d'ailleurs, la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation, elle n'est pas complètement adaptée à l'innovation pour les maladies rares. Dans le sens que on ne peut pas évaluer un médicament pour le diabète, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies beaucoup plus fréquentes et un médicament pour, des, tumeurs cérébrales qui touchent 20 enfants en France par an. C'est pas vrai parce que les cohortes ne seront pas si grandes et cetera et du coup, on a, avec les années, un dialogue permanent avec les régulateurs des agences, du médicament, les industriels du médicament, les biotech, tous les acteurs pour justement identifier les barrières et les problèmes et se mobiliser. Par exemple, cette année, on s'est mobilisé pour que les adolescents soient davantage inclus dans les essais adultes. Aujourd'hui, beaucoup de médicaments sont testés à partir de 18 ans Mmh. pour des cibles que l'on va identifier dans certains cancers. Mais les adolescents, parfois, ils ont une maladie très proche de l'adulte, parce que finalement, faut être Sens. adolescent et très proche de l'adulte, hein. Donc il peut avoir une maladie très proche de l'adulte d'une part, mais aussi c'est que d'autre part, leur cancer, bien qu'il soit pédiatrique, va avoir les mêmes faiblesses que certains, cancers adultes. Et du coup, ils ont besoin de ces traitements. Et ce qu'on en observe, c'est que c'est toujours à partir de 18 ans. On s'est battu, pour que justement ce soit baissé au moins à l'âge de 12 ans, parce qu'il y a pas de raison. Mmh. On a obtenu des avancées auprès des agences de réglementation. On a obtenu des campagnes de sensibilisation et cetera. Le combat n'est pas fini, mais en tout cas, on y arrive et ça a fait qu'on est ensemble pour mener aussi ces combats-là et il y en a encore, plein d'autres. En tout cas, on voit, que ça avance. Je sais qu'il y a une loi, du 8 mars 2019 qui visait aussi à renforcer, la recherche dans la prise en charge de ces cancers pédiatriques, donc que ça soit au niveau, recherche, clinique, que ça soit pour la formation des professionnels de santé, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, plus axé aussi, bah, du coup sur les enfants, le soutien aux aidants. Est-ce que vous avez, des avancées, voilà, les un peu les plus prometteuses aujourd'hui, notamment sur les cancers? On sait qu'il y a l'immunothérapie, donc, je vais l'expliquer rapidement. C'est vrai que on connaît souvent la chimiothérapie pour les cancers, où on vient du coup essayer de détruire les cellules cancéreuses et l'immunothérapie, c'est plutôt essayer d'activer, nos cellules, du coup immunitaires, donc qui viennent défendre. On a aussi des thérapies ciblées, il y a de la médecine qui est un petit peu plus personnalisée. On a vu que c'était essentiel pour les enfants puisqu'effectivement, c'est vraiment un peu, un cancer, un enfant presque, puisqu'ils sont en plein développement. Quels sont un petit peu là l'espoir qu'on a, sur ces avancées? Ah bah, je vous avez déjà fait un résumé très exhaustif. Effectivement, tout à l'heure, j'ai commencé un tout petit peu à parler de la médecine de précision et il faut voir, c'est que grâce à ces explorations-là, on a pu identifier des anomalies, génétiques et donc des anomalies de protéines à la fin et on a pu développer un médicament. Alors, par exemple, il y a une anomalie qui s'appelle NTRK, alors surtout, vous retenez pas, hein, mais avec un médicament qui s'appelle le larotrectinib, donc surtout, vous retenez pas non plus et en fait, ce médicament va reconnaître l'anomalie en question et en fait, quand on donne le médicament aux enfants qui avaient des tumeurs qui étaient incurables, vraiment. Et en fait, on voit les tumeurs fondre comme neige au soleil. Et avant, elles n'étaient pas opérables et en fait, grâce à ce médicament, elles le redeviennent. Et du coup, on a 94 de guérison sur ces cancers pédiatriques. C'est énorme. Ce qui montre qu'on n'a pas fini avec ça, à développer des molécules, innovantes pour ces anomalies moléculaires. Il faut continuer et c'est vrai, il faut aussi développer l'immunothérapie parce que notre système immunitaire est censé combattre, comme vous l'avez dit, le cancer, mais sauf que le cancer, pour survivre, lui, il va avoir tendance à dire au système immunitaire, «Non mais tranquille, on va prendre un thé, on va s'asseoir, pas besoin d'être agressif vis-à-vis de moi» et cetera et en fait, parce qu'en fait, le cancer va produire des molécules qui vont, endormir
hypnotiser un peu les cellules immunitaires. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser des molécules qui vont piéger ces interactions négatives pour justement renforcer le système immunitaire, pour l'aider à combattre le cancer. Et chez les enfants, c'était difficile à se mettre en place parce qu'en fait, les adultes, ils ont plus de mutations à l'origine du cancer que les enfants. Et du coup, plus de mutations, c'est plus de petites différences qui sont ciblables par le système immunitaire. Et donc, il a fallu trouver des astuces pour justement aider le système immunitaire des enfants à être encore plus combatif. On est bien arrivé pour les leucémies qui sont en rechute. Donc, on a amélioré la condition des enfants avec des traitements moins toxiques Sachant grâce à que la leucémie, je crois que c'est un des premiers cancers chez l'enfant, ouais. c'est ça et mais surtout, c'est qu'il est on a un taux de guérison qui est plutôt très bon, et en fait, dès lors qu'il rechute, il faut qu'il y ait dans ces cas-là une greffe de cellules souches de la moelle osseuse et cetera, avec des traitements qui sont quand même toxiques et l'idée, c'est qu'on a développé l'immunothérapie pour justement retarder, si possible encore plus, cette greffe et on a eu des guérisons complètes avec ça et pour les tumeurs solides, c'est plus compliqué, mais on y est arrivé. On a, financé un projet pour le neuroblastome qui est une maladie avec 60 de guérison, donc c'est très peu, mais dès lors que la maladie de rechute, la guérison tombe à 5 et en combinant la chimiothérapie avec de l'immunothérapie, on a pu monter presque à 50 de guérison et enfin, il y a ces fameuses, CAR T-cells dont on entend de plus en plus parler. Alors c'est, les cellules immunitaires comme je vous ai dit, elles étaient un petit peu endormies. On va les prendre chez le patient et on va les modifier par thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va leur donner des outils génétiques pour leur permettre d'être encore plus performants. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, de Bruce Banner, elles deviennent Hulk et on va les réinjecter dans le sang et en fait, elles sont très armées contre le cancer et vont attaquer avec énormément d'efficacité, les tumeurs, en particulier, c'est des tumeurs solides et ça, on le voit dans le neuroblastome, on a encore pu largement dépasser les 50. C'est un essai clinique financé cette année. On va l'appliquer dans des formes de leucémie très graves, dans les tumeurs cérébrales. Il y a un essai en Italie qui va, j'espère arriver en France prochainement. Bref, toutes ces technologies-là qui n'existaient pas encore il y a quelques années, hein. L'immunothérapie, il faut voir que c'est 2010 la découverte. Mmh. C'est énorme les progrès qu'on a pu faire en C'est 15 récent. ans, et c'est énorme, c'est énorme et le nombre de prix Nobel qu'il y a eu, c'est fou. Bref, je suis très enthousiaste par rapport à ça et donc en fait, c'est en tout cas, on met les moyens, nous à Imagine for Margot, on met le paquet pour que les enfants puissent avoir accès à l'immunothérapie. Il y a encore d'autres choses qui sont en développement, qui émergent là, qu'on voit, qui sont très, très prometteurs et là, en fait, je dirais qu'en 2025, par rapport même aux années 2000, j'ai l'impression qu'on y est de plus en plus. Donc on a la bataille contre le cancer, j'ai l'impression de dire, là, il faut y aller quoi, c'est maintenant quoi et là, je pense qu'on peut vraiment avoir des bons résultats. Et donc, du coup, pour pouvoir avoir aussi tous ces progrès, ça passe forcément par du financement. Imagine for Margot donc, met aussi en place plusieurs événements, caritatifs. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a effectivement la course contre le cancer, qui s'est déroulée, à Paris il y a quelques semaines. C'est aussi l'occasion pour vous de pouvoir inviter des personnalités, pour pouvoir mettre en lumière aussi, ces événements. Ça a amené là plus de 7 500, coureurs, je crois, sur l'événement. Donc Medadum, y a participé. Certains sont allés courir, un dimanche matin et ça a permis notamment de rapporter plus de 2,9 millions donc sur un événement. Est-ce que, voilà, vous avez d'autres projets qui arrivent dans les prochaines années? Donc il y a déjà plusieurs courses, hein, qui sont en place même je crois dans plusieurs pays. Ouais, alors cette année, donc déjà merci beaucoup d'être venu courir, un dimanche matin, et il a fait beau, donc c'était parfait, à notre course Enfants sans cancer, c'était la 14e édition et elle était magnifique. C'était, vraiment un très, très bel événement et moi, en fait, on est tous émus de manière différente à cet événement. Moi, je suis toujours ému au départ. Après, oui, je suis ému, mais pas autant qu'au départ, voir tous ces gens avec les maillots bleus et roses, s'élancer et je me suis dit: «Ils sont tous là pour que on puisse guérir des enfants, on puisse accélérer la recherche et je trouve ça, absolument, magnifique et touchant et bien sûr, on ne fait pas que la course, on en fait une à City, à La Défense, donc d'ailleurs, ceux qui m'écoutent et qui sont, à La Défense, n'hésitez pas à venir courir. Ça sera sur le temps du midi au mois de mai et on fait, le rallye du cœur, donc c'est des événements qui rassemblent des passionnés automobiles, donc des vieilles voitures ou des voitures plus récentes et qui emmènent des enfants malades en balade et en même temps récoltent de l'argent. On a plein de bénévoles partout en France et je les remercie vraiment du fond du cœur parce que vous êtes, vous êtes des guerriers vous aussi, vous êtes des champions, où en fait ils organisent des événements de collecte. J'ai pu participer à certains de ces événements et cetera. Donc c'est toujours merveilleux en fait,
c'est hyper positif, toujours joyeux, même si c'est pour, une cause aussi grave. Il y a toujours beaucoup de joie, de bonheur et de bienveillance dans ces événements et c'est vrai que l'année prochaine, bah, ça sera les 15 ans de l'association. Donc on est en train de préparer, des événements inédits, des surprises, voilà donc pour, bien sûr, toujours essayer de récolter plus d'argent pour, financer la recherche, les médicaments et nos actions, à l'hôpital, mais aussi, bah, pour, offrir, aux familles, toujours plus Le de répit. moments pour eux, de répit et des sourires, sur les visages de toutes et tous, que l'enfant soit malade ou pas, voilà, c'est tout le monde est ensemble et c'est incroyable. En tout cas, ça fait beaucoup de bien aussi d'entendre, cet espoir et bah, tous ces gens qui se mobilisent. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, bah, écoutez, merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. Ça me tient beaucoup à cœur, du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui, enfin que vous nous avez accordé avec Alice aujourd'hui. Effectivement, si, vous avez envie, hésitez pas à nous rejoindre, vous, notre association, dans nos événements ou qu'importe. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est une armée qui se lève contre cette injustice pour apporter plus que de l'espoir aux enfants et aux familles, c'est de leur apporter des médicaments, leur apporter du soutien, leur apporter des actions, qui vont permettre de les faire rire, de les rendre joyeux. Donc merci à vous. Bah, on restera sur ce mot de la fin. En tout cas, voilà, pour faire une rapide conclusion, on sait quand même que le cancer pédiatrique, il touche quand même un enfant sur, 440 avant l'âge de 15 ans, et que les chances de survie, voilà, elles se sont améliorées, mais il reste quand même, un certain pourcentage, un petit peu moins de 20 des enfants qui n'ont pas de solution, thérapeutique adaptée. On voit qu'il y a quand même encore un long chemin sur la prise en charge, qu'elle soit thérapeutique, mais aussi, on l'a vu sur l'entourage, sur la famille. Donc l'association, on a vu qu'elle joue quand même un rôle clé. Elle se mobilise pour, la recherche clinique. Elle se mobilise pour, la famille et aussi, auprès des institutions, du gouvernement. En tout cas, merci beaucoup, Yannick, Merci beaucoup. d'avoir, répondu, à nos questions et puis merci à vous, nos auditeurs aussi de nous avoir, écoutés et d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Imagine for Margot, voilà, pour suivre les prochains événements qu'ils vont pouvoir faire ou tout simplement faire un don, vous pouvez vous rendre sur imagineformargot.org. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Nous, on se retrouve très vite pour le nouvel épisode de la Minute Médadum et d'ici là, prenez soin de vous.